J'allais de bonne heure au quartier général que je trouvais sortant du village. Je fis mon compliment à monsieur de Luxembourg. Il est doué avec les princes, le maréchal de Villeroy et peu d'officiers généraux. Je les suivis à la visite d'une partie du champ de bataille, et même s'ils se promenèrent au-delà de la guette où il se trouva quelques pontons. Je leur prêtai une lunette d'approche avec laquelle nous vîmes 6 ou 7 escadrons des ennemis qui se retirouaient fort vite encore, et passouaient sous le canon de lave ou l'eau. Je causai fort avec monsieur le prince de Conti, qui me montra sa contusion au côté, et qui ne me parut pas insensible à la gloire qu'il avouait acquise. Je fus ravi de celle de monsieur le duc de Chartres. J'avouais été comme élevé auprès de lui. Et si l'inégalité permet ce terme, l'amitié s'est trouvé formée et liée entre lui et moi. C'est trouvé aussi celui que je voyais le plus souvent à l'armée. L'infection du champ de bataille l'en éloigna bientôt. Les ennemis s'étaient retirés sous Bruxelles. Monsieur de Luxembourg fut quelque temps à ne songer qu'au repos et à la subsistance de ses troupes. Ce beau laurier qu'il venait de cueillir ne le mit pas à couvert du blâme. Il en essaya plus d'un, celui de la bataille même et celui de n'en avoir pas profité. Pour la bataille, on lui reprochait de l'avoir hasardée contre une armée si bien postée et si fortement retranchée, et avec la sienne, quoique un peu supérieure, mais fatiguée et pour ainsi dire encore essoufflée de la longueur de la marche de la veille, on l'accusait, et non sans raison, d'avoir été plus d'une fois au moment de la perdre, et de ne l'avoir gagnée qu'à force d'opiniâtreté, de sang et de valeur française. Sur le fruit de la victoire, on ne se contraignit pas de dire qu'il n'avouait pas voulu l'achever de peur de terminer trop tôt une guerre qui le rendait grand et nécessaire. La première se détruisait aisément. Il avouait des ordres réitérés de donner bataille, et il ne pouvait imaginer que les ennemis eussent pu, en une nuit si courte, fortifier leur poste déjà trop bon par une telle étendue de retranchements si forts et si réguliers, qu'il n'aperçut que lorsque le jour parut auquel la bataille fut livrée. Sur l'autre accusation, je n'en sais pas assez pour en parler. Il est vrai qu'entre 4 et 5 tout fut fini, et les ennemis partis en retraite, partis en fuite. La guette, par là, étouée en notre disposition. Nous avions des pontons tout près. Au-delà, le pays est ouvert, et il y avait assez de jours en juillet pour les suivre de près. Mais il est vrai que les troupes n'en pouvaient plus de la marche de la veille et de 12 heures de combat, que les chevaux étaient à bout, ceux de traite surtout pour le canon et les vivres, et qu'on prétendit qu'on manquait absolument de ce dernier côté pour aller en avant, et les charrettes composées étaient épuisées de munitions. Cossé, prisonnier, fut renvoyé incontinent sur sa parole, et les ducs de Berwick et d'Ormont presque aussitôt échangés. On eut grand soin de nos blessés et le même des prisonniers qui l'étouaient, et de bien traiter ceux qui ne l'étouaient pas, et surtout de faire enlever du champ de bataille tout ce qui n'étouait pas mort et qu'on put emporter. Le maréchal de Lorge passa le Rhin et prit la ville et le château d'Heidelberg, puis passa le Neckar et prit Swingenberg, où Vaubecourt eut un pied cassé et le prince d'Épinay a été dangereusement blessé. La jonction faite de Monseigneur, le maréchal de Lorge voulut attaquer Heilbronn. Monseigneur y trouva de la difficulté. Le maréchal s'y est opiniâtré, les a toutes levées, et les troupes ne demandaient qu'à donner, lorsqu'un petit conseil particulier de Saint-Pouange et de monsieur le Premier a tout arrêté. Le maréchal s'est mis en furie, mais Chaulny, ayant été entraîné par les deux autres,
et monseigneur penchant fort de ce côté, il n'y a pas eu moyen de le résoudre, au grand regret des principaux généraux et de toutes les troupes. Le reste de la campagne se passa en subsistance abondante, et monseigneur revint de bonne heure avec ses troués conseillers pacifiques. Monsieur, avec le maréchal d'Humières, était revenu longtemps avant lui de Pontorson, où il s'était le plus fixé. Il avouait fait un tour en Bretagne, où le duc de Chaulnes l'avouait reçu et traité avec une magnificence royale. Monsieur eut des reloués du rouet à Dreux, et trouva madame qui venouait d'avouer la petite Vérole. Tourville prit ou défit et dissipa presque toute la flotte marchande de Smyrne, dont il battit le convoi et fit encore plusieurs moindres expéditions, cette même campagne qui coûtèrent fort cher aux Anglois et aux Hollandais. Roch, qui commandait cette flotte, eut près de 50 vaisseaux brûlés ou coulés à fond, et 27 pris, tous marchands et richement chargés. Sur un seul de ceux qu'on prit la charge fut estimé 500 000 écus, et on croyait la perte des ennemis de plus de 30 millions. On prit aussi 2 gros vaisseaux de guerre, et on en coula bas 2 autres. Coëtlegon brûla les vaisseaux anglois qui s'étaient retirés à Gibraltar. Cependant, les régiments vacants de Neerwinden furent donnés. Tous les capitaines du Royal Roussillon, avec puis Robert, lieutenant-colonel, à leur tête, m'étaient venus offrir d'écrire pour me demander, et le major, frère de notre maréchal de camp, s'y joignit. Ils me citèrent 2 exemples où cela avouait réussi. Ils me pressèrent, et quoique je me sentisse fort flatté, et à la sortie d'une grande action, je persévérais à leur en témoigner ma reconnaissance sans accepter leur offre. Je regardais ce régiment comme la fortune du chevalier de Montfort dont le frère l'avouait acheté. J'en écrivis à monsieur de Beauvilliers, et je pressai infiniment monsieur le duc de Chartres, qui commandait la cavalerie, de le demander pour lui, qui me le fit espérer sans s'y engager tout à fait, pour se débarrasser de pareilles prières pour les autres régiments. Morstein, qui était bien avec lui, me dit devant lui qu'il se doutait bien qui aurait ce régiment, et fut honteux de ce que monsieur de Chartres lui répondit. Praslin le demanda et l'obtint par Barbezieux, qui était son ami. J'avouai su qu'il le demandait, je le lui avouai dit, et en même temps mes désirs pour notre major. Le jour que monsieur de Chartres le vint faire recevoir, Praslin vint m'éveiller, dîna chez moi, s'y tint toute la journée et y soupa. Lui et le chevalier de Montfort se firent merveille. Monsieur le comte de Toulouse eut son régiment. Dachy, qui n'en eut point, en fut outré et ne voulut ni voir Praslin, ni en entendre parler. Je fis l'impossible pour le ramener de cette folie. Il la poussa jusqu'à ne vouloir manger ni chez moi, ni à ma halte, qu'il ne fût bien assuré que ce dernier n'y se rouait pas, quoiqu'il n'oubliât rien pour l'apprivoiser. Non seulement j'eus tout lieu de me louer de ce nouveau maître de camp, mais l'amitié et la confiance se mirent entre nous et n'ont fini qu'avec lui. Après divers camps de repos, de subsistance, d'observation, l'armée s'approcha de Charleroi. Le maréchal de Villeroy, avec une partie de l'armée, en fit le siège et ouvrit la tranchée du 15 au 16 septembre. Monsieur de Luxembourg le couvrit avec l'autre partie de l'armée, de laquelle nous étions, mais assez près pour s'aller promener souvent au siège, et pour que les 2 armées se communiquassent sans aucun besoin d'escorte. Le prince d'Orange ne songea pas à donner la moindre inquiétude. Le marquis d'Harcourt, avec son corps un peu renforcé, fut envoyé aux lignes qui gardaient La Valette, vers où l'électeur de Bavière avouait marcher avec un assez gros corps. Fort peu après,
Le prince d'Orange quitta l'armée, s'en alla à Breda, puis chassé à Loups et de là à La Haye. Charleroi battit la chamade le dimanche matin 11 octobre. On y perdit fort peu de monde, et personne de distinction que le fils aîné de Broglio, qui étouait allait vouer le marquis de Créqui à la tranchée. Castille, qui commandouait à Charleroi, s'est fort plaint de n'avoir point été secouru, contre la parole que le prince d'Orange et l'électeur de Bavière lui en avouaient donnée. Il a obtenu la permission de passer par la France pour aller en Espagne et ne veut plus servir sous eux. Boisselot, qui défendit si bravement Limerick en Irlande, eut le gouvernement de Charleroi sur le champ. Monsieur de Noailles prit Rose. Un gros détachement de son armée alla joindre le maréchal Catinat, et la gendarmerie y fut aussi de l'armée du Rhin. Monsieur de Savoué faisait mine d'assiéger Pignerol et se contenta de le bombarder. Tessé dedans, de prendre et de faire sauter le fort de Sainte-Brigitte, après quoi il perdit une grande bataille le dimanche 4 octobre près de l'abbaye de la Marsalia. Clérambault en apporta la nouvelle. Le combat dura depuis 9 heures du matin jusqu'à 4 heures après-midi. On prétend qu'ils y ont perdu 17 000 hommes, 36 pièces de canon, leurs bagages, 50 étendards ou drapeaux. Les deux armées se cherchaient mutuellement. Au moment que le combat commença, M. Catinat s'aperçut que le dessein de M. de Savoué étouait tout sur sa gauche. Il y porta la gendarmerie et encore d'autres troupes qui n'y étouaient pas attendues, et qui non seulement soutinrent tout l'effort que les ennemis espéraient imprévu, mais qui les renversèrent. Mais ce désordre se rétablit, et cette droite ennemie fit bien mieux que leur gauche, qui fut enfoncée. À la fin, la victoire fut si complète que la retraite des ennemis devint une fuite, et que M. de Savoué fut poursuivi jusqu'à la vue de Turin. M. Catinat avouait 75 escadrons et 48 bataillons, et M. de Savoué 80 escadrons et 45 bataillons. Ceux des religionnaires français ont combattu en désespéré et s'y sont presque tous fait tuer. Caprara et Louvigny ne vouloient point que M. de Savoie donnât la bataille, mais il s'y est opiniâtré, en fureur d'avoir vu brûler sa belle maison de la Verrerie par Bûchevilliers 2 jours auparavant. Le rouet l'avouait très expressément ordonné en représailles des feux que M. de Savoué avouait faits en Dauphiné et tout nouvellement dans la vallée de Pragellus, sans même pardonner aux églises. Nous y avons perdu la Hoguette, lieutenant général et très bon, force officiers de gendarmerie, entre autres le chevalier de Druy, major fort au goût du rouet, et quelques brigadiers et colonels. Les ennemis conviennent de la perte de 12 000 hommes, dont 2 000 prisonniers. Ce qui est resté de troupes espagnoles se retira dans le duché de Milan. Le roi envoya Chanlay, concerté avec le maréchal Catinat, s'étouer son homme de confiance de tout temps pour toutes les affaires de la guerre, et celui de M. de Louvoué. Il le méritait par sa capacité et son secret. Bon citoyen, la modestie et la simplicité même, avec beaucoup d'honneur et de probité. D'ailleurs homme de fort peu et qui ne s'en cachouait pas. En partant, le rouet le fit grand croix de Saint-Louis à la place de Montchevreuil, tué à Neerwinden. Le duc de Schomberg mourut de ses blessures. Nous avons eu Varennes et Médavy, maréchaux de camp, fort blessés, et Ségur, capitaine de gendarmerie, une jambe emportée, plusieurs autres blessés. Nous eûmes 8 ou 900 blessés et moins de 2000 morts. Nos Irlandais s'y distinguèrent. Le rouet écrivit à messieurs de Vendôme, tous deux,
et ne fit pas le même honneur à monsieur le duc ni à monsieur le prince de Conti. Il est pourtant difficile que les uns aient mieux mérité à la Marsaille que les autres firent à Nerwinden. Cette différence ne les rapprocha pas et scandalisa fort tout le monde. Charleroi rendu, après une fort belle défense, par une honorable capitulation, les troués princes s'en allèrent, et l'armée se mit dans les quartiers de fourrage en attendant ceux d'hiver. Dès qu'ils furent venus, je ne songeais plus qu'à m'en aller, après avoir visité Tournai et sa belle citadelle. Je trouvai les chemins et les postes en grand désarroi, et entre autres aventures, je fus mené par un postillon sourd et muet, qui m'embourba de nuit auprès du Quesnoué. Je passai à Noyon, chez l'évêque, qui était un Clermontonnerre, parent et ami de mon père, célèbre par sa vanité et les faits édits qui en ont été les fruits. Toute sa maison était remplie de ses armes jusqu'au plafond et au plancher, des manteaux de comte et pairs dans tous les lambris, sans chapeau d'évêque, des clés partout, qui sont ses armes, jusque sur le tabernacle de sa chapelle, ses armes sur sa cheminée, en tableau avec tout ce qui se peut imaginer d'ornements, tiares, armures, chapeaux, etc., et toutes les marques des offices de la couronne, dans sa galerie une carte que j'aurais prise pour un concile, sans deux religieuses au debout, c'étaient les premiers et les successeurs de sa maison, et deux autres grandes cartes généalogiques avec ce titre de descente de la très auguste maison de Clermont-Tonnerre des empereurs d'Orient, et à l'autre des empereurs d'Occident. Il me montra ces merveilles que j'admirais à la hâte dans un autre sens que lui, et je gagnai Paris à grand-peine. Je pensais même demeurer à Pont-Sainte-Maxence, où tous les chevaux étaient retenus pour monsieur de Luxembourg. Je dis au maître de la poste que j'en étais gouverneur, comme il était vrai, et que je l'allouais faire mettre au cachot s'il ne me donnait des chevaux. J'aurais été bien empêché comment m'y prendre, mais il fut assez simple pour en avoir peur et me donner des chevaux. J'avouai fait amitié à l'armée avec le chevalier du Rosel, maître de camp, grand partisan et très bon officier et fort estimé. C'était d'ailleurs un gentilhomme fort homme d'honneur. Il avouait eu le régiment du prince Paul, tué à Nerwinden. Peu de jours avant de nous séparer, il me confia que le rouet mettait en un seul corps les 100 compagnies de carabiniers qui étaient les grenadiers de la cavalerie, que ce corps se séparait en 5 brigades avec chacune son maître de camp et son état-major, et que le tout était donné à monsieur Dumaine, qui avouait fait l'impossible, et le rouet aussi, pour que le comte d'Auvergne lui vendît sa charge de colonel général de la cavalerie, à quoi rien ne l'avouait pu résoudre. Du Rosel ajouta qu'il savouait qu'il avouait une de ses brigades, dont notre Dachy eut aussi une, et qu'il aurait son régiment à vendre, que je tâchasse de l'avouer, et que pour le droit d'avis il me demandait 26 000 livres, au lieu du prix fixé de 22 500 livres. Je trouvai l'avis salutaire, et j'en remerciai fort du Rosel. En arrivant à Paris, je trouvai la chose publique. J'écrivis à monsieur de Beauvilliers, et j'eus un régiment dans les premières 24 heures que je fus arrivé, dont je remerciai le rouet en lui faisant ma révérence d'arrivée. Je tins parole à du Rosel et lui payai 26 000 livres sans que personne ne le sût, et nous avons été amis toute sa vie. C'était un des galants hommes que j'ai connus. Il avouait un frère plus avancé que lui, qui valouait beaucoup aussi, quoique le cadet lui fût supérieur et reconnu pour tel. Je trouvai un changement à la cour qui la surprit fort. Daquin, premier médecin du rouet,
créature de madame de Montespan, n'avouait rien perdu de son crédit par l'éloignement final de la maîtresse, mais il n'avouait jamais pu prendre avec madame de Maintenon, à qui tout ce qui s'entourait cet autre côté fut toujours plus que suspect. Daquin étouait grand courtisan, mais reître, avare, avide, et qui voulait établir sa famille en toute façon. Son frère, médecin ordinaire, étouait moins que rien, et le fils du premier médecin, qu'il poussait par le conseil et les intendances, valouait encore moins. Le roué, peu à peu, se lassouait de ses demandes et de ses importunités. Lorsque Monsieur de Saint-Georges passa de Tours à Lyon, par la mort du frère du premier maréchal de Villeroué, commandant et lieutenant du roué de cette province et proprement le dernier seigneur de nos jours, Daquin avouait un fils abbé, de très bonnes mœurs, de beaucoup d'esprit et de savoir, pour lequel il osa demander Tours de plein sceau et en presser le roué avec la dernière véhémence. Ce fut l'écueil où il se brisa. Madame de Maintenon profita du dégoût où elle vit le roué d'un homme qui demandait sans cesse et qui avouait l'effronterie de vouloir faire son fils tout d'un coup archevêque al despetto de tous les abbés de la première qualité et de tous les évêques du royaume, et Tours en effet fut donné à l'abbé d'Hervaux, qui avouait été longtemps auditeur de Rothe avec réputation, et qui y avouait bien fait. C'était un homme de condition, bien allié, et qui dans cet archevêché a grandement soutenu tout le bien qu'il y promettait. Madame de Maintenon, qui voulut tenir le roué par toutes les avenues, et qui considérait celle d'un premier médecin habile et homme d'esprit comme une des plus importantes, à mesure que le roué viendrouait à vieillir et sa santé à s'affaiblir, s'appouait depuis longtemps Daquin, et saisit ce moment de la prise si forte qu'il donna sur lui et de la colère du roué, elle le résolut à le chasser, et en même temps à prendre Fagon en sa place. Ce fut un mardi, jour de la Toussaint, qui étouait le jour du travail chez elle de Pontchartrain, qui, outre la marine, avouait Paris, la cour et la maison du roué en son département. Il eut donc ordre d'aller le lendemain avant 7 heures du matin chez Daquin lui dire de se retirer sur-le-champ à Paris, que le roué lui donnait 6 000 livres de pension et à son frère médecin ordinaire 3 000 livres pour se retirer aussi, et défense au premier médecin de voir le roué et de lui écrire. Jamais le roué n'avouait tant parlé à Daquin que la veille à son souper et à son coucher, et n'avouait paru le mieux traité. Ce fut donc pour lui un coup de foudre qui l'écrasa sans ressource. La cour fut fort étonnée et ne tarda pas à s'apercevoir d'où cette foudre partait, quand on vit, le jour des morts, Fagon, déclaré premier médecin par le roi même, qui le lui dit à son lever, et qui apprit par là la chute de Daquin à tout le monde qui l'ignorait encore, et qu'il n'y avouait pas 2 heures que Daquin lui-même l'avouait apprise. Il n'était point malfaisant, et ne laissa pas à cause de cela d'être plaint et d'être même visité dans le court intervalle qu'il mit à s'en aller à Paris. Fagon était un des beaux et des bons esprits de l'Europe. Curieux de tout ce qui avouait trait à son métier, grand botaniste, bon chimiste, habile connaisseur en chirurgie, excellent médecin et grand praticien. Il s'avouait d'ailleurs beaucoup, point de meilleur physicien que lui, il entendait même bien les différentes parties des mathématiques. Très désintéressé, ami ardent, mais ennemi qui ne pardonnait point, il aimait la vertu, l'honneur, la valeur, la science, l'application, le mérite, et chercha toujours à l'appuyer sans autre cause ni liaison, et à tomber aussi rudement sur tout ce qui s'y opposait, que si on lui eût été personnellement contraire.
dangereux aussi parce qu'il se prévenouait très aisément en toutes choses, quoique fort éclairé, et qu'une fois prévenu, il ne revenouait presque jamais. Mais s'il lui arrivait de revenir, c'était de la meilleure foi du monde et faisait tout pour réparer le mal que sa prévention avouait causer. Il était l'ennemi le plus implacable de ce qu'il appelait charlatans, c'est-à-dire des gens qui prétendaient avoir des secrets et donner des remèdes, et sa prévention l'emporta beaucoup trop loin de ce côté-là. Il aimait sa faculté de Montpellier, et en tout la médecine jusqu'au culte. À son avis, il n'était permis de guérir que par l'avoué commune des médecins reçus dans les facultés dont les lois et l'ordre lui étaient sacrés, avec cela des liés courtisans, et connaissait parfaitement le roi, Madame de Maintenon, la cour et le monde. Il avouait été le médecin des enfants du roi, depuis que Madame de Maintenon en avouait été gouvernante. C'est là que leur liaison s'était formée. De cet emploi, il passa aux enfants de France, et ce fut d'où il fut tiré pour être le premier médecin. Sa faveur et sa considération, qui devinrent extrêmes, ne le sortirent jamais de son état ni de ses mœurs, toujours respectueux et toujours à sa place. Un autre événement surprit moins qu'il ne fit admirer les fortunes. Le dimanche 29 novembre, le roi, sortant du salut, apprit, par le baron de Beauvouet, que la Vauguillon s'était tué le matin de 2 coups de pistolet dans son lit, qu'il se donna dans la gorge après s'être défait de ses gens sous prétexte de les envoyer à la messe. Il faut dire un mot de ces 2 hommes. La Vauguillon était un des plus petits et des plus pauvres gentilshommes de France. Son nom était Bétoula, et il porta le nom de Fromenteau. C'était un homme parfaitement bien fait, mais plus que brun et d'une figure espagnole. Il avouait de la grâce, une voix charmante, qu'il savouait très bien accompagner du luth et de la guitare, avec cela le langage des femmes, de l'esprit et insinuant. Avec ses talents et d'autres plus cachés mais utiles à la galanterie, il se fourra chez Madame de Beauvouet, première femme de chambre de la reine-mère et dans sa plus intime confidence, et à qui tout le monde faisait d'autant plus la cour qu'elle ne s'était pas mise moins bien avec le roi, dont elle passait pour avoir eu le pucelage. Je l'ai encore vue vieille, chassieuse et borgnesse, à la toilette de Madame la Dauphine de Bavière, où toute la cour lui faisait merveille, parce que de temps en temps elle venait à Versailles, où elle causait toujours avec le roi en particulier, qui avouait conserver beaucoup de considération pour elle. Son fils, qui s'était fait appeler le baron de Beauvouet, avouait la capitainerie des plaines d'autour de Paris. Il avouait été élevé au subalterne près, avec le roi. Il avouait été de ses ballets et de ses partis, et galant, hardi, bien fait, soutenu par sa mère et par un goût personnel du roi. Il avouait tenu son coin, mêlé avec l'élite de la cour, et depuis traité du roi toute sa vie avec une distinction qui le faisait craindre et rechercher. Il était fin courtisan et gâté, mais ami à rompre des glaces auprès du roi avec succès, et ennemi de même, d'ailleurs honnête homme et toutefois respectueux avec les seigneurs, je l'ai vu encore donner les modes. Fromenteau se fit entretenir par la Beauvouet, et elle le présentait à tout ce qui venait chez elle, qui là et ailleurs, pour lui plaire, faisait accueil au Godelureau. Peu à peu, elle le fit entrer chez la reine-mère, puis chez le roi, et il devint courtisan par cette protection. De là, il s'insinua chez les ministres. Il montra de la valeur volontaire à la guerre, et enfin, il fut employé auprès de quelques princes d'Allemagne.
peu à peu, il s'éleva jusqu'au caractère d'ambassadeur en Danemark, et il alla après ambassadeur en Espagne. Partout on en fut content, et le rouet lui donna une des trouées places de conseiller d'État d'épée, et, au scandale de sa cour, le fit chevalier de l'ordre en 1688. 20 ans auparavant, il avouait épouser la fille de Saint-Mégrin, dont j'ai parlé ci-devant, à propos du voyage qu'il fit à Blaye, de la part de la cour, pendant les guerres de Bordeaux, auprès de mon père. Ainsi je n'ai pas besoin de répéter qui y elle est tuée. Sinon qu'elle est tuée veuve avec un fils de monsieur Dubrouteil, du nom de Kellen, et que cette femme est tuée la laideur même. Par ce mariage, Fromenteau s'est tué seigneurifié et avoué pris le nom de comte de la Vauguillon. Tant que les ambassades durèrent et que le fils de sa femme fut jeune, il eut de quoi vivre, mais quand la mère se vit obligée de compter avec son fils, ils se trouvèrent réduits fort à l'étrouer. La Vauguillon, comblée d'honneur bien au-delà de ses espérances, représenta souvent au rouet le misérable état de ses affaires et n'en tirouait que de rares et très médiocres gratifications. La pauvreté peu à peu lui tourna la tête, mais on fut très longtemps sans s'en apercevoir. Une des premières marques qu'il en donna fut chez madame Pelot, veuve du premier président du Parlement de Rouen, qui avouait tous les soirs un petit souper et un jeu uniquement pour ses amis en petit nombre. Elle ne voyait que fort bonne compagnie, et la Vauguillon y étouait presque tous les soirs. Jouant au brelan, elle lui fit un renvie qu'il ne tint pas. Elle l'en plaisanta et lui dit qu'elle étouait bien aise de voir qu'il étouait un poltron. La Vauguillon ne répondit mot, mais, le jeu fini, il laissa sortir la compagnie et quand il se vit seul avec madame Pello, il ferma la porte au verrou, enfonça son chapeau dans sa tête, l'accula contre sa cheminée, et lui mettant la tête entre ses deux poings, lui dit qu'il ne savouait ce qui le tenouait, qu'il ne la lui mit en compote pour lui apprendre à l'appeler poltron. Voilà une femme bien effrayée qui, entre ses deux poings, lui faisait des révérences perpendiculaires et des compliments tant qu'elle pouvait, et l'autre toujours en furie et en menace. À la fin, il la laissa plus morte que vive et s'en alla. C'était une très bonne et très honnête femme, qui défendit bien à ses gens de la laisser seule avec la Vauguillon, mais qui eut la générosité de lui en garder le secret jusqu'après sa mort, et de le recevoir chez elle à l'ordinaire, où il retourna comme si de rien n'eût été. Longtemps après, rencontrant sur les 2 heures après-midi monsieur de Courtenay, dans ce passage obscur à Fontainebleau, qui, du salon d'en haut devant la tribune, conduit à une terrasse le long de la chapelle, lui fit mettre l'épée à la main, quoique l'autre pût dire sur le lieu où ils étouaient et sans avoir jamais eu occasion ni apparence de démêler. Au bruit des estocades, les passants dans ce grand salon accoururent et les séparèrent, et appelèrent des Suisses de la salle des gardes de l'ancien appartement de la reine-mère, où il y en avouait toujours quelques-uns et qui donnaient dans le salon. La Vauguillon, dès lors chevalier de l'ordre, se débarrassa d'eux et courut chez le rouet, tourne la clé du cabinet, force l'huissier, entre et se jette aux pieds du rouet, en lui disant qu'il venait lui apporter sa tête. Le rouet, qui sortait de table, chez qui personne n'en trouvait jamais que mandé, et qui n'émouait pas les surprises, lui demanda avec émotion à qui il en avouait. La Vauguillon, toujours à genoux, lui dit qu'il a tiré l'épée dans sa maison, insulté par monsieur de Courtenay, et que son honneur a été plus fort que son devoir. Le rouet eut grand-peine à s'en débarrasser, et dit qu'il verrouait à éclaircir cette affaire, et un moment après les envoya arrêter tous deux par des exempts du grand prévôt,
et menés dans leur chambre. Cependant, on amena 2 carrosses, qu'on appelait de la pompe, qui servaient à bon temps et à divers usages pour le roué, qui étouait à lui, mais sans armes et avouait leurs attelages. Les exempts qui les avouaient arrêtés les mirent chacun dans un de ces carrosses et l'un d'eux avec chacun, et les conduisirent à Paris, à la Bastille, où ils demeurèrent 7 ou 8 mouets, avec permission, au bout du premier mouet, d'y voir leurs amis, mais traités tous deux en tout avec une égalité entière. On peut croire le fracas d'une telle aventure, personne n'y comprenait rien. Le prince de Courtenay était un fort honnête homme, brave, mais doux, et qui n'avouait de la vie en querelle avec personne. Il protestait qu'il n'en avouait aucune avec la Vauguillon, et qu'il l'avouait attaqué et forcé de mettre l'épée à la main pour n'en être pas insulté. D'autre part, on ne se doutait point encore de l'également de la Vauguillon. Il protestait de même que c'était l'autre qui l'avouait attaqué et insulté. On ne savouait donc qui croire, ni que penser. Chacun avouait ses amis, mais personne ne put goûter l'égalité si fort affectée en tous les traitements faits à l'un et à l'autre. Enfin, faute de meilleur éclaircissement et la faute suffisamment expiée, ils sortirent de prison et peu après reparurent à la cour. Quelque temps après, une nouvelle escapade mit les choses plus honnêtes. Allant à Versailles, la Vauguillon rencontre un palefrenier de la livrée de Monsieur le Prince, menant un cheval de main tout scellé, allant vers Sèvres et vers Paris. Il arrête, appelle, met pied à terre et demande à qui est le cheval. Le palefrenier répond qu'il est à Monsieur le Prince. La Vauguillon lui dit que Monsieur le Prince ne trouvera pas mauvais qu'il le monte, et saute au même temps dessus. Le palefrenier, bien étourdi, ne sait que faire à un homme à qui il vouait un cordon bleu par-dessus son habit et sortant de son équipage, et le suit. La Vauguillon prend le petit galop jusqu'à la porte de la Conférence, gagne le rempart et va mettre pied à terre à la Bastille. Donne pour boire au palefrenier et le congédie. Il monte chez le gouverneur, à qui il dit qu'il a eu le malheur de déplaire au roué et qu'il le prie de lui donner une chambre. Le gouverneur, bien surpris, lui demande à son tour avouer l'ordre du roué, et sur ce qu'il n'en a point, plus étonné encore, résiste à toutes ses prières, et par capitulation le garde chez lui en attendant réponse de Pontchartrain, à qui il écrit par un exprès. Pontchartrain en rend compte au roué, qui ne sait ce que cela veut dire, et l'ordre vient au gouverneur de ne point recevoir la Vauguillon, duquel, malgré cela, il eut encore toutes les peines du monde à se défaire. Ce trait et cette aventure du cheval de Monsieur le Prince firent grand bruit, et éclaircirent fort celle de Monsieur de Courtenay. Cependant, le roué fit dire à la Vauguillon qu'il pouvait reparaître à la cour, et il continua d'y aller comme il faisait auparavant, mais chacun l'évitait, et on avouait grand peur de lui, quoique le roué, par bonté, affectât de le traiter bien. On peut juger que ces dérangements publics n'étaient pas sans d'autres domestiques qui demeuraient cachés le plus qu'il était possible. Mais ils devinrent si fâcheux, et sa pauvre femme, bien plus vieille que lui et fort retirée, qu'elle prit le parti de quitter Paris et de s'en aller dans ses terres. Elle n'y fut pas bien longtemps, et y mourut tout à la fin d'octobre, à la fin de cette année. Ce fut le dernier coup qui acheva de faire tourner la tête à son mari. Avec sa femme, il perdait toute sa subsistance, nul bien de souhait et très peu du roué. Il ne l'a survécu que d'un mouet. Il avouait 64 ans, près de 20 ans moins qu'elle, et n'eut jamais d'enfant. On sut que les 2 dernières années de sa vie, il portait des pistolets dans sa voiture et en menaçait souvent le cocher ou le postillon en joue
allant et venant de Versailles. Ce qui est certain, c'est que, sans le baron de Beauvouet, qui l'assistouait de sa bourse et prenait fort soin de lui, il se serait souvent trouvé aux dernières extrémités, surtout depuis le départ de sa femme. Beauvouet en parlait souvent au roué, et il est inconcevable qu'ayant élevé cet homme au point qu'il avouait fait, et lui ayant toujours témoigné une bonté particulière, il l'ait persévérément laissé mourir de faim et devenir fou de misère. L'année finit par la survivance de la charge de secrétaire d'État de M. de Pontchartrain à M. de Maurepas, son fils, qui est doué conseiller aux requêtes du palais, et n'avouait pas 20 ans, borgne de la petite vérole. Il est seul et a perdu un aîné dont le père et la mère ne se consolent point. À propos de cette charge, les ennemis bombardèrent Saint-Malo presque en même temps, sans presque autre dommage que toutes les vitres de la ville cassées par le bruit terrible d'une espèce de machine infernale qui s'ouvrit et sauta avant d'être apportée. Monsieur de Chaulnes et le duc de Quellin, qui étoué allait présider aux États, y étoué accourut avec force officiers de marine et beaucoup de noblesse. Le maréchal de Boufflers épousa la fille du duc de Gramont à Paris, et le roué donna à Dangeau la grande maîtrise de l'ordre de Notre-Dame du Mont-Carmel et de celui de Saint-Lazare unis, comme l'avoué ne restant lorsqu'il la remit entre les mains du roué, qui en fit Monsieur de Louvoué son grand vicaire. L'hiver précédent, le roué avouait instituer l'ordre de Saint-Louis, et c'est ce qui donna lieu à donner à un particulier la grande maîtrise de Saint-Lazare. Ces deux ordres sont si connus que je ne m'arrêterai pas à les expliquer. Je remarquerai seulement que le roué, qui, faute d'assez de récompenses effectives, était fort attentif à en faire de tout ce qui pouvait amuser l'émulation, se montra fort jaloux de faire valoir ce nouvel ordre de Saint-Louis en toutes les manières qui lui furent possibles. Il déclara aussi chevalier du Saint-Esprit le marquis d'Arquien, aux instances les plus vives du roué et de la reine de Pologne, sa fille, auprès de laquelle il vivait, et qui n'avouait jamais pu réussir à le faire duc. L'année finit par l'arrivée de messieurs de Vendôme de l'armée du maréchal Catinat. On remarqua d'autant mieux combien ils furent bien reçus, qu'on avouait été plus surpris de ce que monsieur le duc, quoique gendre du roué, l'avouait été médiocrement, monsieur le prince de Conti très froidement, et monsieur de Luxembourg, comme s'il n'avouait point fait parler de lui de toute la campagne dont le roué ne l'entretint, et encore peu, que plus de 15 jours après son arrivée.